Salut Sébastien, Salut, salut. ça va bien? Ben oui, toi. Yeah, ben oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Et puis, dans le fond, moi, écoute, j'aime toujours ça commencer en te mettant un peu sur le spot, mais savoir si tu peux un peu me parler, justement, te présenter un peu, bon, ben, t'es qui, puis ce que tu fais, là, sans aller dans toute ta biographie, là, mais juste une petite courte présentation, là. Ben écoute, c'est Sébastien, comme tu m'as présenté. Je suis dans le domaine de l'informatique depuis que je suis sorti de l'école. Fait que je vous dirais un bon 15-16 ans. J'ai passé par plusieurs rôles, là, autant des caisses enregistreuses que du support de base. Puis maintenant, plus au niveau des projets puis de l'administration des systèmes, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, ben, c'est ce qui est quand même intéressant, c'est que tu as fait plusieurs aspects, là, tu sais, pas juste justement l'administration du système. Fait que c'est sûr qu'on va peut-être se promener un peu à travers d'autres titres, si on veut, à travers l'entrevue d'aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais, puis je veux juste rappeler aussi aux gens qui sont en direct en ce moment, de ne pas hésiter à poser des questions. Il y a aussi un salon sur Discord. Est-ce que vous pouvez commencer à poser vos questions, puis il y a une période de questions à la fin de notre entrevue que tu vas, je dis on à toutes les fois, mais que tu vas essayer de répondre le plus possible, là. Euh, écoute, dans le fond, moi, je commencerai honnêtement, là, première question que je commencerais comme ça serait, bon, peux-tu me parler justement, tu as parlé de ton parcours, moi je serais curieux de savoir au niveau, bon, académique, pour devenir un administrateur système, ça ressemble à quoi? Si tu as un cours, c'est une formation, si tu as un cours pour devenir technicien, ben après ça, tu apprends sur le tas. Tu sais, c'est quoi les manières de devenir admin système finalement? En fait, il y a plusieurs chemins, OK. honnêtement. Tous les chemins sont bons, tous les chemins se rendent à la même place. Moi, mon parcours à moi, c'est un diplôme d'études professionnelles, donc un DEP en support informatique simplement. Et beaucoup d'expérience au travers les multiples compagnies et années de services là, que j'ai faites. Dans mes collègues, il y en a plusieurs qui ont aussi des ASC, là, des attestations collégiales en réseautique. OK. Mais ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. C'est surtout beaucoup d'expérience plus que de l'école, de l'éducation, si tu veux, là. Mais t'as-tu besoin, genre, tu sais, comme t'as dit, mettons, DEP en soutien informatique, qu'on peut voir souvent, si tu quelque chose, ça, t'as comme pas le choix pour devenir, exemple, tech, niveau un niveau 2 whatever, puis apprendre à monter tranquillement vers l'admin système? Ben, habituellement, oui, là, on regarde souvent des personnes qui ont des DEP ou des AEC là, pour entrer comme technicien sur le support, si on veut, là, de Mhm. niveau 1. Puis après ça, on gradue les échelons peu à peu. C'est sûr que moi, je suis dans le domaine privé. Je sais que dans le domaine public, ils ont plus tendance à demander des decks et des bacs en OK. informatique. Mais au niveau privé, souvent, c'est du DEP, du ASC, là, je te dirais, en grande majorité. Puis même, il y en a aussi que... Moi, j'ai des collègues qui sont supérieurs à moi, qui ont simplement un secondaire 5 et beaucoup d'expérience et de tâtonnage en informatique, puis ils sont rendus à un niveau qui sont supérieurs à n'importe qui, là. Donc, tu sais, il y a vraiment de tout, là, si on veut, là-dedans, mais c'est beaucoup d'expérience surtout dans ce qu'on fait, là. Ouais. Ben, est-ce que c'est le genre de domaine un peu. Ben, en fait, là, je le parle, mais c'est pour ceux qui me connaissent, c'est ça. J'ai fait 10 mois de recrutement en TI, là. Fait qu'il y a certaines affaires que je connais un peu. Mais je file que c'est un domaine où, justement, quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement d'études, mais qui a réussi à mettre son pied dans une porte d'entreprise, vous allez chercher de l'expérience. Au final, tu sais, si ça fait 10 ans que tu fais ça, rendu là, tes études, pas qu'on s'en fout, mais ton expérience va vraiment être super valide. Mais des fois, ça peut être dur justement d'arriver dans les grandes entreprises, pas d'études, même si t'es bien bon, il va être comme ouais. Puis là, ça va être les fameuses premières années d'expérience à aller chercher qui sont plus tough, là. Ben, le chemin va être différent, je crois, parce que tu vas peut-être pas tomber dans la chaise directe sysadmin par un chemin comme moi j'ai parcouru. Par contre, tu sais, à force de rentrer dans des compagnies, tu rentres dans une compagnie comme Tech Niveau 1, tu fais tes expériences. Là, tu juges que tu es rendu niveau 2. Ben, si la porte est pas ouverte, tout ce que tu es, ben, tu recherches un poste ailleurs. Puis c'est comme ça que tu finis par évoluer puis atteindre où ce que je suis rendu, si on veut. C'est comme là, dans le voyons, chez l'employeur que je suis là présentement, je suis rentré sur la ligne de support, Ok. support niveau 2.
Puis j'ai monté les échelons, je suis tombé au projet. Puis après ça, chef d'équipe au projet. Puis là, dernièrement, j'ai changé. Je suis rendu en charge d'un département. Et en fait, le département du support infrastructure. Là. Ok. Fait que un peu le département de la dernière chance, si on veut. Là. Quand que rien marche en bas, ben pas en bas, mais je veux dire dans les autres niveaux, ben ça tombe dans ma cour à moi un petit peu pour que Dans les autres, moi j'aille. dans les autres niveaux, tu parles justement comme technicien, pour ceux qui ne connaissent pas, tu sais, niveau 1, 2, 3, puis t'as plusieurs. Ça dépend des entreprises, mais nous, tu sais, on marche plus présentement, on a plus un niveau 1, Ok. un niveau 2, 3 qui est comme qu'on appelle des coachs au sport. Puis une fois que les coachs sont rendus à plus d'options si on veut, après ça ils passent par moi. Puis moi, si je suis capable de le régler, je le règle. Sinon, c'est moi qui fais la transition, si tu veux, avec les spécialistes selon la problématique. Au niveau des projets, souvent c'est les techniciens de projet, là, les administrateurs système, puis les plus spécialisés si on veut. Fait que c'est moi qui fais vraiment le lien entre les deux pour régler les dossiers. C'est moi qui fais la communication avec les clients. C'est moi qui gère tout le côté un petit peu administratif, si tu veux. Si le côté technique, si je suis capable de le régler, je le règle. Sinon, je vais soit me chercher une deuxième avis, une deuxième aide, ou je transfère carrément le billet et je fais les suivis avec le client jusqu'à temps que la résolution tombe. Là. Ok. C'est un petit peu le département de la dernière espoir, si tu veux, la dernière place. Il n'y a pas vraiment de Mais plus finalement, haut, si on si veut. ça se règle pas rendu à toi, c'est que ça commence à être un gros problème, pas mal. Là. Ben, si ça se règle pas à moi, il y a d'autres solutions pour le régler, mais il risque d'être plus drastique, si on veut. Ok. Ok, je comprends. Puis justement, tu sais, je sais que là, on parle d'administration système, mais je suis curieux de t'entendre sur les différences, tu sais, avec, comme on parlait, technicien niveau 1, 2, 3, c'est quoi la fameuse différence? C'est quoi qui fait le level up, là, qu'on va dire, quand tu montes de niveau? C'est quoi les différences entre les niveaux? Là? Ben, tu sais, un niveau 1 là, peut être aussi, si c'est pas meilleur qu'un administrateur, si tu veux, moins expérimenté. Tu as des niveaux 1 qui sont très bons aussi, puis c'est juste l'expérience, si tu veux, qui ont moins. Des fois, sont moins habiles à gérer des dossiers, sont moins capables de gérer le stress aussi, parce que l'administrateur système, où ce que je suis rendu, il y a un certain niveau de stress qu'il faut que tu sois capable de gérer aussi, parce que t'es tout le temps sur les urgences. Ben, pas tout le temps, là, mais quand c'est une urgence, il faut que tu sois capable de gérer ton stress, pas de paniquer, puis d'avancer. Puis il y a beaucoup aussi de système D, là, la débrouillardise, là, qui est quelque chose qui s'apprend pas à l'école. Non. C'est quelque chose que tu apprends surtout avec de l'expérience, si on veut. C'est ça qui permet vraiment de monter. Fait que, tu sais, je vous donne un exemple, un technicien niveau 1, ben, il va créer des comptes, va monter des PC, va aller résoudre des problèmes relativement simples, t'sais, un ajout d'imprimante, un problème d'impression, un problème de connexion à Microsoft Teams, je vous donne des exemples. Puis par la suite, ben, si ça sort de ses connaissances ou si au bout d'un laps de temps X, c'est un 15-30 minutes, il n'a aucune idée où ce qui s'en va, ben, il va passer la balle au suivant, dans le fond, dans la chaîne, jusqu'à moi, si on veut. OK. OK. Puis justement, j'en reviens, tu parlais bon, de projet. Ouais. C'est quoi ton rôle, toi, mettons, justement, le rôle d'administrateur système dans des projets? C'est quoi ça fait exactement? En fait, moi, j'ai certaines spécialités comparées que des forces, si on veut. Moi, ma force, c'est surtout niveau serveur, niveau terminal serveur, donc les serveurs de connexion pour partager, si on veut. Là. Ceux qui travaillent sur des TS, vous savez déjà un petit peu de quoi que je parle. Pour les autres, ça se peut que je parle un petit peu plus chinois, un petit peu. Là. Mais dans le fond, c'est un environnement partagé. Fait que ça, c'est un petit peu mes forces. Ma grande spécialité, c'est tout ce qui est outils Office 365. Donc, serveur courriel, SharePoint, OneDrive, etc. Tous ces outils-là, ça, c'est ma spécialité. C'est mon champ d'expertise numéro 1. Où ce que j'ai des certifications aussi. On va revenir plus tard sur les certifications. Ouais. Fait que c'est un petit peu mon champ d'expertise. C'est ce qui me caractérise. Puis au niveau de projet, ben c'est un besoin chez un client. Le représentant s'en va rencontrer le client avec des personnes un petit peu plus techniques. On fait un plan de match, on envoie une soumission, puis après ça, elle tombe dans notre cours. Nous, c'est de livrer le projet, dans le fond. Si c'est une migration courriel, par exemple, on passe
d'une suite Google, par exemple, à un 365, mais le côté migration, ça, c'est mon travail à moi. Puis moi, par la suite de ça, je rajoute le côté chef d'équipe. Donc, je suis un petit peu en charge de quelques techniciens au projet. Puis c'est avec eux que je prépare les plans de match, comment qu'on va faire la migration, qui va répondre aux questions aussi, parce que c'est pas parce qu'on est admin système qu'on juste est... arrêter 2 secondes, Ouais. puis pour les gens peut-être qui comprennent un peu moins, mais quand on parle de migration, justement, entre des services comme 365, Google, tu sais, ça peut être migration, on parle de services de messagerie, compagnie, passer complètement là, du fameux Outlook, exemple, à la suite de Google pour les courriels, des trucs comme ça. Là. De C'est ça, mais OneDrive à Google Drive et compagnie. Là. c'est moi personnellement, présentement, dans notre compagnie, c'est plus de Google vers du Exchange Ok. 365. Donc, c'est tout ce qui est courriel, espace Drive vers OneDrive, par exemple. Chez Google, c'est Google Drive. Chez OneDrive, c'est Ouais. OneDrive. Chez Microsoft, c'est OneDrive. L'espace de stockage aussi de compagnie. Donc, soit de l'espace local dans un serveur, donc avec les fichiers, les Excel, puis tout le matériel avec lequel vous travaillez dans votre journée. Mais parfois, on va le déménager dans un espace cloud qu'on appelle un SharePoint. Ou aussi, ça peut être dans carrément un nouveau serveur ou un serveur hébergé là, dans un centre de données aussi. Ok. Ok, c'est bon. Excuse-moi, je voulais juste. Parce que des Ouais, y a fois, pas de problème. j'essaie de penser en fonction. Tu sais, comme avec le temps que j'ai travaillé en TI, j'ai appris beaucoup de termes et de trucs, mais je me dis des fois, il y a du monde qui ne comprennent pas. Là, fait ce que je voulais demander aussi comme question, bon, je sais que tu es administrateur système, il y a administrateur réseau. Ouais. Puis il y a du monde qui font un peu les deux, puis il y a du monde qui sont spécialisés dans un puis l'autre. C'est quoi exactement la différence entre les deux? Puis toi, est-ce que tu penses, est-ce que justement il y a des rôles qui sont plus propices à ce que tu aies un hybride entre les deux, ou puis il y a des rôles que c'est comme, bon, t'es mieux d'être vraiment spécialisé dans un dans l'autre? J'essaie je pense des fois les gens peuvent mélanger les deux, là. Un administrateur réseau, souvent, il travaille beaucoup dans tout ce qui est réseau, si on Mhm, veut, là. mhm. Dans tout ce qui est routeur, commutateur, les réseaux Internet, les réseaux sans fil, l'isolation de certains réseaux. Fait que des fois, tu sais, on veut pas nécessairement que les serveurs parlent au poste de travail directement. On les scinde en deux. On fait aussi des sans fil clients, un sans fil corpo pour pas que les clients puissent se connecter sur le stock de la corpo. Sont vraiment spécialisés là-dedans. Eux, c'est vraiment leur truc, si on veut. Là. Puis même chose pour le support. Là. Du support avancé, des problèmes de VPN. Pour ceux qui me comprennent un peu, là, le VPN, qui est le tunnel qui te permet de te connecter à ton entreprise de manière sécurisée. Ça, c'est vraiment leur spécialité. Moi, en tant qu'admin système, je suis un peu un généraliste, je suis un touche-à-tout. Ok. Fait que je suis capable autant de faire du serveur, de faire du courriel, que d'aller faire de la réseautique. Mais la réseautique, je vais lui toucher vraiment sur un côté de base. Donc, je suis capable de faire des choses, mais je suis pas capable de pousser la machine comme un administrateur réseau, si tu veux. Mais un administrateur système, c'est plus un généraliste. C'est quelqu'un qui touche un petit peu plus à tout. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. OK. OK, je comprends. Puis quand tu parlais justement que toi, tu fais beaucoup de support ou gestion au niveau client, Ouais. fait qu'il y a un certain aspect service à la clientèle qui vient avec la profession d'un côté, là, parce que tu dois dealer des fois avec un client pas content de quelque chose, ça doit arriver, là. Ah, ça arrive, ouais, ça arrive régulièrement. Puis je te dirais, moi, c'est une de mes forces. Si je peux peut-être embarquer là-dessus pour ceux. Ouais. Pour mon background un peu, moi, j'ai été, pendant 18 ans, j'ai été arbitre au baseball à un niveau quand même élevé. Donc, de la gestion d'entraîneur, de la gestion de joueurs, puis tout ça, c'est un peu ma force. Puis on s'entend que dans ce monde-là, souvent, des pas contents, il y en a encore plus que dans le métier de sysadmin, si on veut. Ouais. Fait que c'est un petit peu ma force niveau, tu sais, détendre l'atmosphère, changer les idées, ramener ça à l'ordre, puis d'être bien clair sur où est-ce qu'on s'en va, puis comment qu'on va arriver d'un chemin A à Z. Fait que c'est vraiment ça, c'est mon côté un petit peu ma force d'être franc avec le client, de pas faire de mensonge avec le client. Je pense que ça, c'est la pire chose qu'on peut faire
probablement n'importe quel métier. Faut vraiment être franc, direct, puis on s'en va de telle place, puis c'est pour telle raison, puis de mettre un plan de match si on veut. Et quand tu arrives avec ça, habituellement, le client, il sait où ce que tu t'en vas, ça désamorce, puis il n'y a pas vraiment de mécontentement, puis il comprend aussi, si faut que tu sois capable aussi de donner les risques aux clients. T'sais, on fait une migration de courriel. Est-ce que ça se peut que tu aies des courriels qui ne marchent pas demain matin parce qu'il arrive telle chose? Oui, ça se peut. Fait qu'il faut que tu mettes le client au courant aussi d'avance que ça se peut qu'il y ait des services qui ne fonctionnent pas. Je te donne un exemple, les fameux scans courriel. Donc, quand tu fais un scan sur un photocopieur puis tu t'en bats par courriel, ben nous, dans les projets, c'est peut-être la dernière chose qu'on va rétablir. Fait que c'est important de dire au client, jour 1, demain matin, ta coupure a lieu dans la nuit. Demain matin, nous, étape numéro 1, c'est on s'assure que tous tes utilisateurs sont fonctionnels courriel. Après ça, on va aller régler les choses secondaires comme tes photocopieurs, tes logiciels, parce que des fois, ils ont des logiciels aussi de comptabilité, des choses comme ça qui envoient des factures. Fait que c'est juste très important de faire un bon plan de match puis d'amener ça au client là, dans quelque chose de concis, si tu veux, de tout planifier pour qu'il y ait le moins de surprises possible. Soit au courant de ce qui va se passer. Tu parles comme de ça, je pense, tu parles de client. Bon, il y a des postes qui sont plus soit dans des compagnies qui font justement du service conseil ou de la gestion pour des clients. Mais tu as aussi des postes, j'imagine, à l'interne pour une compagnie où tu es le sysadmin directement dans la place de la compagnie. Puis tu gères pas. Ton client, c'est ton boss, puis la compagnie en tant que telle. Là. On en a, mais c'est très rare, nous, de notre côté. Nous, on marche avec des systèmes, on appelle ça le TSP, si tu veux. C'est vraiment, nous, on prend en charge ton parc au complet. Okay. Puis c'est en équipe qu'on prend ton parc. On est quand même une compagnie avec quand même un bon nombre de techniciens. Là. On dit, je pourrais dire environ 300 personnes. Sauf qu'on scinde les clients par équipe. T'sais, chaque équipe a des techniciens et ont un chef d'équipe. Fait que les clients sont habitués quand même de faire affaire avec la même gang, si tu veux, le même groupe de personnes pour avoir un certain côté personnalisé. Puis aussi, les techniciens et les chefs d'équipe connaissent leurs clients, donc ils connaissent le tempérament du client qui est quand même important aussi. Fait qu'on sait, ce client-là, il est bouillant, on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, ou ce client-là est quand même plus lousse tant que tu le tiens au courant. Fait qu'il y a quand même une habitude. C'est pas comme, je te donne un exemple, une grosse multinationale que t'appelles, tu prends un peu n'importe qui, il a sa feuille de papier, puis il va étape par étape, t'arrives au bout de la ligne, puis ça marche pas. On t'envoie un technicien, c'est un petit peu plus personnalisé, si tu veux. Puis on est plus proche du client. Là. OK. Ben c'est ça, mais comme je voulais dire, pas nécessairement en lien avec ta compagnie, mais en général dans l'industrie, là, que tu peux être sysadmin pour je sais pas, j'allais dire une PME, mais une compagnie, mettons, qu'ils ont leur propre équipe informatique, puis ils font pas affaire justement ensemble avec une firme externe. Oh. Oui, absolument. J'ai fait les deux. Okay. Là, je suis dans un mode plus multi-compagnie, mais oui, j'ai fait les deux. J'ai déjà travaillé pour un groupe, puis j'étais leur technicien attitré à eux. C'est deux mondes différents, mais on travaille dans la même chose. C'est juste, dans le multi-compagnie, c'est plus diversifié, puis c'est plus touche à tout si on veut. On n'est pas toujours sur les mêmes logiciels, sur la même routine. C'est dans le multi-compagnie, là, je peux faire autant un hôpital vétérinaire, puis un service de comptable, puis je peux finir avec un dealer automobile. Là. Fait que c'est plus varié si on veut. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est un peu le côté, comme tu as dit, la diversité, c'est moins routinier probablement. Là. OK. Puis comment tu gères ça? L'escalade de support, finalement, là, quelqu'un arrive, puis il est comme, bon, j'ai tel problème, il contacte, je sais pas, son technicien, qu'on disait niveau 1, peu importe, puis là, tu sais, lui, pas capable. C'est comment que ça c'est quoi le processus, on va dire, là, derrière? Là? Ben, le processus, je vais parler pour où ce que je suis présentement. On a un appel qui rentre, on a une réception qui prend l'appel. C'est pas un système automatisé, donc c'est une réception qui prend l'appel. Ouvre un billet dans le système de billetterie avec les dires du client, les informations du client, le contact du client. Par la suite, elle prend la décision si c'est une urgence ou c'est pas une urgence. Si c'est une urgence, elle va l'envoyer dans une ligne d'appel direct au technicien. Si c'est pas une urgence,
ça va tomber à des coordonnateurs que eux vont s'assurer que le billet soit mis à l'horaire d'un technicien dans les 24-48 heures. Je vous donne un exemple. Donc, après ça, le technicien, lui, prend en charge le billet, appelle le client, vérifie avec lui. On lui donne quand même une certaine marge de manœuvre, mais pas très grande. Lui, sa job, c'est vraiment de régler le problème rapidement. Faut pas qu'il reste pris sur un problème des heures et des heures. Parce que lui, il a beaucoup de billets dans sa cour. Donc, si ça dépasse un certain laps de temps, puis il sait pas où ce qu'il va, là, il va faire ce qu'on appelle une escalade. Fait qu'il va prendre le billet et il va l'envoyer à un niveau supérieur. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que on arrive à une place où soit que le billet est vraiment trop long puis que eux ça rentre pas dans leur horaire, donc ça peut tomber dans mon horaire à moi qui est quand même plus lousse si j'ai pas d'urgence, ou sinon ça va tomber en urgence dans mon horaire et là moi ma job c'est de tasser tout ce que j'ai pour travailler sur l'urgence. OK. Ça se peut que l'escalade soit pas urgent aussi, là. Tu sais, ça se peut que ça tombe dans ma cour et ça me prenne 2 semaines de le régler parce que c'est vraiment, ça affecte pas grand chose, c'est juste un petit peu fatigant ou c'est pas urgent aussi. Tu sais, il y a vraiment les deux manières. On va avoir un problème complexe à régler, mais pas grave de conséquences le temps qu'il dure. Exact. OK. Puis dans le fond, au niveau de la gestion de billets, justement, est-ce que ça fait partie... je sais pas, peut-être plus au niveau technicien, là, mais ça fait partie des métriques qui évaluent justement le taux de rendement d'un technicien. Y a-t-il un nombre de billets à travailler par jour ou à fermer une moyenne? C'est quelque chose qui est vérifié pour juger de l'efficacité de travail ou on va pas jusqu'à là. Nous, ce qu'on demande aux techniciens, c'est surtout un nombre de bilables, parce que ça reste une entreprise privée. Donc, il faut que tu aies un certain nombre de bilables. Tu peux pas dire je travaille 4 heures sur ma journée de 8 heures, puis les 4 autres heures, je google ou j'apprends du stock. Il faut quand même rentabiliser une entreprise à quelque part. Fait que c'est surtout sur le bilable. Mais oui, les billets aussi sont importants parce que tu sais, je te donne par exemple, une de mes tâches à moi, c'est de valider les clients qui ont des trucs qui reviennent souvent. Parce que eux, ils payent un certain nombre d'heures par mois ou un forfait ou des nombres d'heures, une banque d'heures d'avance pour qu'on travaille sur leurs problèmes. Donc, si moi, par exemple, je vois un problème récurrent qui arrive à toutes les semaines chez un client ou il y a un coach qui voit que le biais est récurrent, ben, ils vont probablement transférer ça à moi pour que moi je trouve la cause et que je règle ça pour plus que ça soit une récurrence puis que ça affecte les rendements, les billets, le nombre de billets ouverts puis tout ça au support. T'sais, on n'a pas. La philosophie, c'est pas de faire de l'argent plus avec le client, c'est surtout d'être efficace dans le fond, puis que le client soit content au bout de la ligne. Là. Fait que si c'est tout le temps le même billet qui ouvre à tous les jours ou à toutes les semaines, ben c'est pas bon pour personne. Autant que pour le client, autant que pour nous. Fait que nous, notre but, c'est vraiment de trouver la cause de ça puis d'éviter que ça réouvre dans le futur, que le client soit content au bout de la ligne. Là. Puis, justement, parlant de défis ou de challenges, de problèmes, je pense que tu dois devoir faire peut-être de l'enquête plus poussée à certains moments. T'as-tu des exemples, genre, pas nécessairement trop précis, là, mais des exemples de problèmes où ce que tu t'es dit, ça a pris vraiment beaucoup de temps? Est-ce que ça arrive souvent que tu fais face à des problématiques que ça va te prendre plusieurs semaines avant de trouver la solution? Ou en général, c'est toujours assez rapide? Normalement, c'est assez rapide, je te dirais. C'est rare que ça prend des semaines à trouver la cause. Mais à régler la cause, parfois, là, ça peut prendre plus de temps. Parce que là, tu as des enjeux du client, tu as des enjeux de toi aussi, des enjeux surtout horaires. Tu sais, un client, je te donne un exemple, un client, par exemple, qui a un magasin qui est ouvert 7 jours semaine de 9 à 9, mais tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, si on veut. Faut que tu planifies tes tâches. Souvent, c'est en dehors des heures. Tu peux pas faire... Genre, par exemple, j'ai un problème avec le serveur, par exemple, il faut que je transfère les serveurs virtuels d'une machine à l'autre. Mais si le client est pas équipé pour pouvoir le faire à chaud, qu'on appelle, là, en temps réel, mais faut rentrer en dehors des heures. Puis souvent, dans ce cas-là, ben, faut s'ajuster avec le client. Fait que peut-être qu'au lieu de tout transférer les machines pendant un week-end, le client, lui, est ouvert. Fait qu'on peut pas faire ça. Fait qu'on va peut-être transférer une machine par soir. Ouais. Ou 2 ou 3, jusqu'à temps qu'on arrive à notre but. Puis une fois qu'on va être rendu là, ben après ça, le problème va être réglé. Mais souvent, c'est ça qui va être long à régler. C'est pas tant la cause du problème, mais c'est la solution comment qu'on va l'envisager, puis le plan de travail jusqu'où qu'on va l'amener
c'est ça qui peut être long là, dans certains cas. Là. OK, parfait. Puis, justement, on parlait de certification plus tôt. Je dirais, ça va peut-être rentrer dans la même catégorie, là, mais tu sais, je feel c'est aussi ben, l'informatique, ça fait partie des domaines là, qui ça évolue très vite. C'est quoi les stratégies à faire pour rester à jour en tant qu'administrateur système? Ben, pour moi, c'est quand même plus simple vu que je touche beaucoup de clients, beaucoup de niveaux clients, beaucoup de projets. Donc, j'ai la chance d'installer des nouvelles versions souvent. Tu sais, quand il y a un nouveau serveur, donc serveur 2022 par exemple, qui vient de sortir, ben, on le laisse rôder quand même quelques mois pour les bugs puis tout ça. Mais après ça, j'ai la chance de jouer dessus puis d'en installer chez des clients. Donc, je reste quand même un certain niveau à jour comparé à, par exemple, quand j'étais à une seule et unique entreprise. Ben, ça se peut que tu n'installes pas de serveur pendant 4, 5, 5 ans, tu sais. Ouais. Fait que là, faut que tu gardes un lab plus à la maison puis que tu continues sur tes heures. Mais n'importe qui travaille en informatique ou peu importe le domaine qui mange de son domaine, ben c'est un petit peu notre défaut, c'est qu'on en fait à la maison aussi en dehors des heures personnellement pour s'améliorer. Des vidéos YouTube, des choses comme ça. Fait que c'est une formation personnelle continue. Surtout, puis aussi ben, ce qu'on a dit tantôt, là, des certifications qui s'ajoutent à ça. Puis de notre côté, présentement, on a aussi des, si on veut, un système de formation continue, mais à l'interne aussi. OK. Fait que c'est nous-mêmes qui fait les formations pour les techniciens, etc., pour les améliorer. Et aussi pour régler des problèmes. Tu sais, comme je dis tantôt, un problème récurrent, ben, probablement qu'ils le font pas de la bonne manière. Fait qu'on va venir faire soit une procédure, soit une vidéo de formation, puis on va les forcer à suivre cette procédure-là ou une vidéo de formation pour qu'ils comprennent comment le faire comme il faut pour éviter des ouvertures de billets futurs. Là. OK. Puis, justement, en termes de formation, tu t'as mentionné, bon, c'est sûr que YouTube, c'est une mine d'or. Il doit y avoir aussi des blogs ou des endroits, mettons, avec beaucoup de sources d'informations qui peuvent sortir pour aider. Mais as-tu aussi, au niveau des certifications, tu sais, comme on parle de, bon, Microsoft, obviously, il y a beaucoup de certifications qui sortent de là. Ça, c'est quelque chose aussi que tu regardes quand tu as une nouvelle certification, de la passer si c'est pertinent ou... C'est pertinent pour nous, mais souvent aussi c'est pertinent pour l'entreprise. Je vous donne un exemple, il y a certaines certifications chez Microsoft que si tu as un nombre donné de licences, par exemple dans Office 365, et un nombre de personnes certifiées dans 2, 3 examens, mais ce bundle-là, si tu veux, ça fait que tu as des licences gratuites ou tu as des avantages aussi OK. auprès de Microsoft. Fait que c'est des choses quand même importantes. Autant personnel, autant que pour l'entreprise. Fait que ça se peut que l'entreprise te demande, écoute, toi, ta spécialité, c'est Office 365, mais j'ai besoin que tu ailles, là, je vais dire des chiffres, mais mettons MS700, MS100 puis MS101, qui va te donner ta certification 365 administrateur expert. Puis ça, si on en a 2 dans l'entreprise, je te donne un exemple, mais ça nous donne 200 licences gratuites. Je donne un chiffre comme ça, là, j'ai Ouais. pas les détails, mais c'est un exemple des certifications. Fait que c'est autant bon pour nous, mais souvent l'entreprise va payer pour nos certifications si c'est avantageux aussi pour eux. Fait que c'est du donnant-donnant si on veut. Là. OK. OK. Puis, y a-tu, je suis curieux parce que c'est sûr, c'est une question, je te pose ça de même, là, elle vient de me popper en tête. Mais y a-tu des réalités géographiques, c'est-à-dire, y a-tu des différences entre comment qu'on procède, je sais pas, en Amérique du Nord, en Europe, vis-à-vis ce type de métier-là, ou c'est assez universel à travers le monde, les techniques dans le travail? C'est assez universel. Qui peut changer, par exemple, c'est la technologie utilisée. Je te donne un exemple. T'sais, au niveau des routeurs, par exemple, en Amérique du Nord, on n'aura peut-être pas les mêmes routeurs parce que c'est pas les mêmes fournisseurs qu'il y a en Amérique du Nord qu'en Europe. Je te donne un exemple. OK. C'est ceux, par exemple, qui ont Vidéotron à la maison, souvent, votre routeur de Vidéotron, c'est un Zigzel. Ça, c'est quelque chose qu'on voit jamais en Amérique du Nord. C'est plus européen, mais Vidéotron faut affaire avec eux pour les routeurs de maison. Donc, on n'a pas beaucoup ici en entreprise, mais par exemple, Vidéotron les utilise en Amérique du Nord, mais en Europe, là, c'est rempli partout. Fait que c'est plus la technologie, non pas la méthode de faire, si tu veux, là, qui peut changer d'un à l'autre. Mais ça reste qu'un Microsoft Server, soit aux États-Unis ou en France ou n'importe où d'autre, c'est la même chose. C'est peut-être juste la langue qui change. Pas encore là.
Le plus possible, on met ça en anglais pour si on a des appels de service chez Microsoft, pour avoir les meilleurs services possibles, parce que souvent, ben, c'est un peu comme n'importe quoi. Si on fait un appel de service chez Microsoft avec notre serveur en français, on va avoir du service de 9 à 5 et non pas de nuit, par exemple, où ce que tu vas avoir plus des personnes d'Inde ou des personnes des Philippines qui vont prendre la relève. Puis eux, tu vas être obligé de traduire ou de changer de language pack parce qu'ils seront pas capables de te suivre. Là. Ouais, dans le Nord, ben c'est vrai, ça, j'avais pas pensé, mais c'est sûr que ça reste une réalité. Puis justement, parlant des langues, j'imagine que c'est pas mal un métier qui nécessite quand même un certain bilinguisme, là, ou du moins une bonne capacité à comprendre puis à travailler en anglais à l'occasion. Absolument. Puis autant que produit qu'autant que client. Nous, on est quand même rendu une compagnie, je dirais pas pan-canadienne, mais on a beaucoup de clients un peu partout au Canada. Fait au Québec, c'est le fun. La plupart des personnes parlent français. Même si c'est pas 100% du temps aussi, mais il faut avoir quand même une bonne base à parler et à l'écrit au niveau de l'anglais pour des gens de l'externe et aussi pour les supports techniques puis ces choses-là. Puis niveau système, souvent les Windows serveurs, ils vont être en anglais. Les machines des clients, par exemple les ordinateurs clients, ben ceux-là, avec la loi, on n'a pas vraiment le choix de les mettre en français. Mais c'est ça, c'est très bon d'avoir les deux langues si on veut. Là, il y en a que peut-être que l'anglais, c'est peut-être pas leur force, mais ça fait partie des formations continues qui sont offertes, d'aller chercher un cours d'anglais. Puis on n'a pas besoin d'être parfaitement bilingue, mais au moins d'avoir une bonne compréhension et être capable de s'exprimer en anglais là, dans le cas d'un client. Là. Ouais, ben c'est ça, d'être capable de bien comprendre Exact. un peu le minimum. J'imagine aussi que j'ai le sentiment un peu, peut-être comme je fais un peu de parallèle, là, mais avec la mécanique où il doit y avoir beaucoup de termes qui sont utilisés en anglais, même si on travaille en français. J'ai un feeling là, que c'est l'informatique, il doit y avoir souvent des termes qu'on utilise qui sont comme en anglais tout le temps, mais il y a un mot en français que très peu de monde vont utiliser. Genre. Ben, je peux en dire un comme ça, par exemple, une Switch. Il y a personne qui va dire le mot francophone. Là, tout le monde va utiliser le terme Switch là, quand on va parler de ça. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que je pensais à ça, parce que souvent, justement, on parle de, même un routeur, c'est en français, un routeur? Routeur, oui. Ouais, un routeur, oui, c'est en français, mais c'est ça, les Switch. Qui est un commutateur en français, si je me trompe pas. Là. Commutateur, quand on va mettre des serveurs dans des racks, ben on va appeler ça plus un H-frame. On n'appellera pas ça un support en H ou etc. On va utiliser surtout des termes anglophones, là, en effet, dans notre métier de tous les jours. Là. Ben, ça me fait rire parce que je peux imaginer quelqu'un qui parle pas vraiment nécessairement anglais, mais qui utilise plein de mots anglais pareil parce que c'est les termes que tu apprends sur la job. Là. Ben, ça, c'est sûr, ceux qui parlent pas anglais, ils connaissent tous ces termes-là, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais, comme j'ai dit tantôt, c'est surtout les communications avec les fournisseurs et certains clients qui deviennent plus ardus de leur côté. Ben, comme tu dis, à Microsoft, exemple, que ton service, tu vas l'avoir de 9 à 5 seulement chez Microsoft. On s'entend que les problèmes n'arrivent pas juste entre 9 et 5, là. Non, puis quand t'as besoin d'appeler Microsoft d'habitude, c'est pas en 9h puis 5h que tu règles tes problèmes. Ouais, c'est ça. Fait que, ok, cool. Et puis justement, ben, on parlait de langue, fait que je vais faire le parallèle qui va avec. Exemple, quelqu'un qui voudrait devenir l'administrateur système, ce serait quoi ton conseil ou les trucs que tu dirais justement de soit travailler sur ou les qualités qui sont selon toi nécessaires là, pour travailler dans ce métier-là finalement? D'avoir pas nécessairement un lab dernière génération, là, juste d'avoir quelque chose à la maison pour pouvoir apprendre et jouer dessus, à formater, réinstaller, puis apprendre à monter un serveur, à faire un réseau à l'interne, comment bloquer son frère sur Internet de 9 à midi ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'on apprend, veut pas, d'avoir des routeurs, des choses comme ça. D'avoir une bonne maîtrise des outils de recherche, donc qui est quand même important. De savoir comment Google marche avec les guillemets, les étoiles, les parenthèses, etc. pour faire des bonnes recherches pour trouver des réponses à ces questions. Puis aussi de poser des questions puis de pas avoir peur des personnes d'expérience. De se tenir proche d'eux puis de pas faire comme mais moi je veux pas leur poser trop de questions parce qu'on va me dire que
peut-être pas à leur niveau, tout ça. Au contraire, moi, le premier, dès que je suis pas sûr de quelque chose, je vais aller valider au lieu de faire le cowboy puis faire un petit peu n'importe quoi et de passer proche de me la casser si on veut. Là. Google, il donne des réponses des fois, mais c'est pas nécessairement la meilleure réponse à appliquer. Là. Tout le monde le sait, là, vous avez un bobo sur vous. Là, si vous faites une recherche sur Google, ça se peut que vous ayez un cancer. Là, Ouais, j'en ai eu plusieurs. Là. c'est ça. Fait que, c'est un outil fabuleux, mais à faire attention aussi. Puis l'expérience, je te dirais, de se mettre avec quelqu'un d'expérience puis de poser ses questions. Puis le bon système D aussi, le bon système débrouillardise aussi, là, qui est quelque chose de très important et non pas toujours se fier sur de la documentation puis des procédures, tu sais. Puis, ben, justement, comme j'imagine aussi, comme tu parlais avec le volet, qu'il y a un certain service à la clientèle ou même du moins un travail d'équipe qui est là tous les jours, ça te prend quand même un certain niveau d'aptitude sociale pour être capable de bien communiquer puis d'avoir des bonnes relations au travail, là, parce que c'est pas un travail où ce que tu peux juste te mettre dans ta petite bulle puis pas parler à personne. Il faut quand même peut-être des bonnes communications, là, j'imagine. Là. Ben, c'est la clé parce que si à chaque fois que quelqu'un te pose une question, t'as l'air bête puis tu y réponds, je te parle pour personne d'expérience, quelqu'un te pose une question puis tu y réponds comme s'il était pas bon ou tu lui dis, ça m'a pris 2 secondes, moi, sur Google, de trouver la réponse. Ben, c'est pas comme ça que l'autre personne va devenir meilleure non plus. Non. Puis c'est pas comme ça aussi que le travail va bien aller puis que tout le monde va bien travailler ensemble. Puis c'est pas comme ça aussi que les clients vont être bien servis. Là. Le travail d'équipe, c'est très important en informatique. Là. C'est pas juste en technicien, là, ça part des ventes jusqu'à la comptabilité, si tu veux. Là. C'est important que tout le monde travaille ensemble là, dans ce domaine-là. Là. Ouais, puis ben là, on parlait justement de qu'est-ce que tu as comme conseil, mais selon toi, genre, j'ai le goût de te poser t'envoyer une courbe, par le baseball tantôt. J'ai le goût de t'envoyer une petite courbe, de te demander, selon toi, c'est quoi y a-tu un irritant qui vient avec ce métier-là qui vaut la peine d'être souligné dans le sens où ben, c'est quelque chose qui va être là. Puis si t'es pas capable de conjuguer, parce que tous les jobs ont un irritant à un moment donné, là, mais si c'est quelque chose que t'es pas capable de conjuguer avec, ben ça sera peut-être pas fait pour toi là, comme job. Là. Si tu veux monter de niveau puis devenir, une personne importante dans une entreprise, comme n'importe quelle entreprise, faut que tu sois prête à sortir de ton cadre de 9 à 5. Okay. Ça, je te dirais, c'est une des grosses choses. Surtout au niveau des projets. Il y a beaucoup de tâches dans des projets que tu peux pas faire pendant que le client est ouvert. Tu peux forcer le client à le faire, mais tu ne mettras jamais le client à l'aise et content de. Il n'y a pas un client qui va être content que tu fasses une coupure de courriel à midi. Non. C'est rare. Je donne un exemple. Souvent, quand tu veux monter puis devenir dans les projets, tout ça, ben, c'est des choses qui viennent avec. C'est sûr qu'en informatique, il y a toujours... Pratiquement 100% des compagnies que j'ai faites, il y avait toujours un service d'urgence. Fait que t'es toujours une semaine par... comme nous, c'est une semaine par 8 semaines, je te donne un exemple. Là. Ben, on est de garde. On n'a pas nécessairement beaucoup d'appels, mais ça reste que faut que tu restes disponible à répondre. Et ça se peut qu'un samedi après-midi, ben, tu travailles 2 heures, 3 heures pour réparer un problème. L'avantage qu'on a en informatique, surtout depuis la pandémie, c'est qu'on est beaucoup plus en télétravail, peut-être que d'autres travails, si on veut. C'est quand même rare qu'on a besoin de se déplacer à moins d'urgence majeure de l'Internet ne fonctionne pas chez le client. Je te donne un exemple. Où j'ai un serveur en panne, il faut que j'aille travailler dessus physiquement. Mais habituellement, 90% des jobs, je te dirais, se font à distance. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que oui, effectivement, c'est bon de le mentionner. Quelqu'un qui veut être cosy dans une horaire fixe, c'est peut-être pas le meilleur métier pour pousser une carrière dedans, dans le sens où si tu veux avancer, tu n'auras pas le choix d'avoir des gardes de fin de semaine ou des chiffres des fois un peu plus atypiques, là, on va dire, là, la semaine aussi. Là. Je sais qu'au niveau technicien, entre autres, avant, il y en a beaucoup que moi, là, on avait des clients, c'était ça. C'était des chiffres un peu weird. C'était pas du 9 à 5, là, fait que faut tester cette ouverture-là. Là. C'est pas partout qu'on a des employés de soir et de nuit non plus. Nous, on a cet avantage-là. On a des employés de nuit qui sont hors continent parce qu'on est rendu on est rendu multinational, si tu veux. Fait qu'on a des branches autant en Europe
qu'au Canada. Fait qu'on est capable d'avoir des personnes autant de nuit que de jour pour régler des alertes, tout ça. Mais aussi, des fois, il y a des barrières de langue. Des fois, les personnes de nuit, on en a certains ils parlent juste anglais. Fait qu'ils peuvent régler des trucs, mais ils peuvent pas nécessairement communiquer avec le client ou bien communiquer avec le client. Fait que, tu sais, des fois, il y a des trucs comme ça, mais c'est le fun au niveau des personnes qui sont de garde. Des fois, les appels rentrent, puis t'as pas nécessairement besoin de les faire parce que t'as un autre chiffre qui les prend de court puis qui les règle. Avec des systèmes d'alerte, souvent, là, c'est des alertes qui ouvrent automatiques. Puis eux les voient, puis eux les traitent quand on n'est pas au travail, là. Fait que c'est des avantages qu'il y a. C'est sûr que le travail de soir, de week-end, ça arrive. Il y a des compagnies que fort probablement, ça va arriver plus souvent. Il y a des compagnies, tu sais, moi j'ai fait une entreprise, je travaillais pour un groupe de concessionnaires automobiles, puis malheureusement on était 2 techniciens, fait que t'es quasiment de garde toujours, là, puis si c'est un concessionnaire, ça ferme à 9h sur papier, mais en vrai c'est plus 10 et quart, fait que faut tout le temps que tu restes quand même disponible au cas où il arrive de quoi. Ça arrive pas tous les jours, là, on s'entend, mais ça vient avec le travail si on veut. OK. Puis je m'en alignais avec une question par rapport à tout ça, justement. Au niveau, possibilité, on a parlé de la formation, que ça prenait mélange d'expérience et formation pour arriver à là. Au niveau de l'opportunité, au niveau des salaires, c'est-tu un métier justement qui peut être assez intéressant au niveau salarial pour quelqu'un? Puis au niveau des possibilités de croissance, justement, tu sais, comme après administrateur système, y a-t-il moyen de monter encore plus haut dans d'autres positions? C'est quoi le range au niveau carrière, on va dire, à travers ça? C'est beaucoup diversifié, je te dirais. Ça dépend aussi, tu sais, c'est dans le domaine public ou dans le domaine privé. Puis je pense que t'as pas vraiment de limite de salaire. J'ai des collègues qui gagnent beaucoup plus que moi dans d'autres entreprises. Par exemple, ils travaillent en ville, ce que je veux pas nécessairement moi pour ma qualité de vie. Fait que c'est plus des choix personnels, mais avec l'expérience puis où ce que ton but, où ce que tu t'es rendu, il n'y a pas vraiment de limite là, niveau, je te dirais, salaire puis où ce que tu veux monter. C'est sûr qu'une fois que tu es rendu administrateur système, après ça, tu peux devenir plus chef d'équipe, directeur technique. Mais ça, c'est des postes que moi, personnellement, présentement, je suis plus ou moins intéressé parce que c'est des postes qui deviennent moins techniques. Donc, c'est plus administratif. Puis ça va vite quand tu fais pas de technique, perdre ce côté-là, si tu veux, de débrouillardise, puis d'habitude, puis de mise à niveau. J'ai vu des collègues qui ont passé à des postes comme ça, puis dès qu'ils ont voulu revenir, ça a été très difficile pour eux, parce que le côté technique est un petit peu moins là, c'est plus du côté bureaucratique, si tu veux, du travail. Mais c'est ça. C'est plus. Comme je te dis, il n'y a pas vraiment de limite niveau salaire puis tout ça. J'ai une question justement par rapport à ça, parce que tu parlais de ces postes-là. Puis moi, je voulais savoir est-ce qu'un administrateur système, justement, qui est au niveau de l'infra, tout ça, peut devenir genre style architecte d'infrastructure éventuellement ou des positions comme ça? Absolument, mais c'est comme je te dis, c'est un architecte d'infrastructure. Il fait des plans de l'infra d'un projet. Fait qu'il n'y a pas les mains dans les bugs, il n'y a pas les mains dans la technologie pour installer. Il faut qu'il se tienne certainement à jour, mais c'est pas la même chose. Si tu tombes plus dans un volet planification, gestion, moins dans le technique, les mains dedans. T'es moins hands-on. Exact. Puis tu sais, des fois, en tant qu'administrateur système, on est appelé à faire de l'architecture aussi, là. C'est pas vrai qu'un architecte de système est la personne la plus à l'aise pour de vraiment détailler puis de vraiment compliquer chez un client. Fait que souvent, on est appelé à aller faire ça aussi avec eux. Okay. Trouver les bons produits, trouver le bon nombre d'heures aussi, parce que ça se calcule en heures, là, veux pas des projets. Ouais. Les bonnes licences, etc. Fait qu'on est appelé aussi à aider, quand je dis un gros travail d'équipe, là, autant qu'on est appelé à aider des ventes, tant qu'on est capable d'aider de l'interne, autant des clients. Fait que c'est ça le gros travail d'équipe, si on veut, là. Il y a un aspect aussi que je voulais parler autant, en fait, dans le TI en général, là, pas juste avec l'administrateur système. C'est quand même un milieu que je trouve intéressant au niveau du style de travail que tu peux avoir, parce que tu as vraiment des postes permanents autant que des postes contractuels. Tu as des consultants incorporés, exemple, qui sont leur propre business, qui font des contrats d'1 an, 2 ans pour des firmes. Ils changent tout le temps à chaque année, 2 années. Fait que tu as plein de manières de travailler ou de naviguer
selon ce que tu préfères là, dans l'industrie, là, autant dans un rôle d'admin système que gestionnaire de projet ou name it, là, t'as toutes les Absolument. possibilités. Là. Fait que ça, c'est quand même très cool pour le monde qui... Ben, là, ça, c'est mon côté 10 mois de recruteur qui va parler, là, mais je conseille quand même tout le temps d'avoir, genre, une première expérience Mais un peu plus solide ça, avant de... ça dépend de tout le monde, tu sais, parce que, tu sais, comme moi, tu sais, moi, dans ma vie de tous les jours, puis, tu sais, j'ai une famille, j'ai un Ouais. enfant, est-ce que je suis prête à prendre un contrat d'un an, peut-être probablement beaucoup plus payant que ma job actuelle, mais que dans un an, je sais pas ce que je vais faire ou si je vais me retrouver d'autres choses? Tu sais, fait que ça dépend aussi de toi en tant que personne, ce que tu es prête à prendre comme risque aussi. Puis où est-ce que tu veux aller aussi, là, tu sais. J'ai déjà, je vous donne un exemple, tu sais, j'ai déjà regardé pour devenir enseignant pour DEP. C'était quelque chose qui m'intéressait, d'aller enseigner mon métier. J'avais le travail, honnêtement, je l'avais, j'aurais pu demain matin changer d'emploi. Sauf que c'est jamais un job fixe, ça marche avec les groupes. Fait que s'ils ont 2 groupes, t'as un travail. S'ils n'ont pas 2 groupes l'année d'après, t'en as plus. Mais pendant cette année-là, où tu as donné des cours, ben t'as probablement pas suivi autant que si t'aurais les mains dedans les technologies. Fait que là, t'es obligé de revenir comme un technicien ou de trouver quelque chose d'autre. Puis là, tu retombes un petit peu à l'arrière de tout le monde pour rattraper le temps perdu si tu veux. Fait que est-ce que t'es prête à ça? T'sais, en fin de carrière, ben pas en fin de carrière, là, mais tu sais, mettons, tu sais, comme là, moi, je suis dans la trentaine. Tu sais, peut-être rendu à 40, 45 ans, c'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser. Pour l'instant, j'aime encore mon métier, puis j'aime avoir les mains dedans pour travailler, là, puis de voir des nouvelles technologies, de dépanner des clients, de mettre des nouvelles choses en place. Fait que ça dépend vraiment de ce que tu envisages comme métier, là. Puis, justement, parlant de futur, de trucs, tu sais, à quel point la vision du futur de ce métier-là, toi, si tu vois que ça va évoluer comment, dans le sens que j'imagine si on recule il y a 20 ans versus dans 20 ans, ça va être une autre game complètement, j'imagine, là, à ce moment-là. Là. Ben là, présentement, je te dirais, la grosse tendance qu'on voit, c'est le côté cloud. Mhm. S'en aller dans des places hébergées, donc par exemple dans un Microsoft ou dans un Amazon, d'envoyer nos serveurs là, donc on n'a plus rien sur place. Si tu recules là, 5, 6, 7 ans, moi en tant qu'administrateur système, c'est la dernière chose que je voulais faire, aller dans un cloud. OK. J'aimais bien mieux m'installer un serveur Exchange de courriel local. Aujourd'hui, tu me demandes la même chose n'importe quand je m'en vais dans un Office 365 parce que ça plante pas ou ça plante rarement. Puis quand il arrive quelque chose, ben c'est Microsoft qui gère, c'est pas toi, fait que t'as pas la pression d'eux. Puis pour le coût minime par mois que ça a comparé au stress d'avoir ça sous ton toit, puis d'avoir les backups, d'être obligé de faire une réplication, etc. Il y a beaucoup d'avantages à s'en aller vers un cloud. Fait que je dirais une vision là, à court, moyen temps. Je pense qu'il y a beaucoup de services qui vont s'en aller en cloud. Est-ce que ça va couper des emplois? Je crois pas, parce qu'on a toujours besoin de faire des migrations, des ajustements. Les serveurs, je te donne un exemple, serveur 2012 qui est quand même pas si vieux, mais il tombe en fin de vie cette année. Fait que là, tous ceux qui ont du serveur 2012, il va falloir les passer en 2022. Puis en cloud, c'est la même chose, ça reste que c'est un serveur, fait qu'il y a une version. Tu peux pas upgrader ça, tu peux pas mettre une clé USB et faire next, puis t'es rendu en 2022. C'est pas comme ça que ça marche, fait que ça reste qu'il va toujours avoir un besoin de personne derrière ces machines-là. OK. OK. Non, ben c'est bon, ça répond. Puis au niveau des clouds, principalement, est-ce que c'est ça, je sais qu'il y a AWS, Amazon, puis tu as des clouds au niveau Microsoft, mais y a-t-il d'autres clouds qu'on voit qui sont quand même soit émergents ou populaires aussi, à part ces deux-là? Ou, Il y a des clouds privés. T'sais, nous, on a notre propre système aussi dans des data centers hébergés, donc on héberge des clients à l'interne. Donc pour le client, c'est un petit peu la même chose, c'est que c'est plus entre ses mains à lui, c'est entre les mains d'une firme. Fait que quand ça tombe, ben c'est moins stressant si tu veux pour eux, c'est plus stressant pour nous. Mais c'est un semi-cloud si tu veux là. OK. Fait que aussi ce que ça permet, c'est que t'as pas de machine à changer aux 5 ans, tu payes par mois, t'as toujours la dernière technologie aussi, t'as la vitesse que t'as de besoin, t'as ce que t'as de besoin. Tu payes en fait pour ce que t'as de besoin.
Fait que tu payes par mois un montant fixe pour les ressources que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de changer ta machine. Tu sais, des disques durs là, puis des serveurs habituellement, là, aux 5 ans, on tasse ça puis on change. Là. Ouais. Puis c'est des gros investissements. Tu sais, un serveur, ça peut commencer à 20 000 puis ça peut finir à 100, 120 000 là, pour une machine. Mais dans le cloud, ben, c'est un montant fixe par mois, puis t'as pas besoin de te casser le basic avec, avec dis, tout le hardware, là, tout le matériel. Là. Au niveau aussi de la gestion des problèmes, ben, c'est sûr que quand t'arrives avec Microsoft, ils sont pas pires, assez gros pour s'occuper de ça, généralement. Là. Puis avec la pandémie aussi, on va replacer la pandémie là-dedans. Je sais qu'on est tanné d'en parler un peu. Ouais, mais c'est sûr que ça a eu un impact. Là. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu aussi la beauté du télétravail, pas de frais de location de bureau. Fait que souvent, ils passent vers un cloud avec un VPN. Tout le monde travaille de la maison. Et c'est beaucoup de frais pour une entreprise en moins aussi. Là. Fait que ça, on en voit aussi beaucoup là, de notre côté. Là. C'est sûr que les bureaux à Montréal, ça coûte cher. Là. C'est ça, carrément, ils transfèrent tout dans le cloud avec des accès VPN puis aller tous travailler de la maison. Là. Ça, on en voit quand même beaucoup. OK. Ah, quand même, ça, c'est intéressant. Écoute, moi, j'ai fait le tour de mes questions en général. Je serais rendu à aller dans le segment des questions du public. Non. Ben, je serais curieux de savoir. Écoutez, là, vous avez deux options. Ceux qui sont en direct dans le chat sur Twitch, vous pouvez écrire vos questions. Je vais essayer de les prendre au fur et à mesure. Sinon, j'en ai quelques-unes, 3, je crois, dans mon Discord en ce moment. Je vais aller avec la première. Peux-tu nous raconter, sans nommer de nom ou rien, une de tes pires anecdotes au niveau de gestion de crise ou peu importe, là, au niveau du travail? Ben, de quoi de pire dans le sens. Ça peut être avec un client. Hein? Dans le sens cauchemar ou dans le sens drôle? Ben, vas-y avec les deux. Moi, je suis curieux d'entendre les deux. Avec le drôle pour commencer, j'ai travaillé quand même pendant quelques années dans les caisses enregistreuses. Donc, j'ai eu un appel de service dans un verger, pendant les pommes. Ben, tu le sais parce que tu viens de la même place que moi. Moi, j'habite à Saint-Eustache. Les vergers sont à 6h40 à peu près 10 minutes. Ouais. Mais dans le temps des pommes, avec le trafic, c'est plus 2 heures. Ouais. Fait que la cliente appelle, elle a un problème. Son tiroir caisse fait juste ouvrir. Donc, elle n'est pas capable de le fermer. Il fait juste ouvrir. Fait que, regarde à distance, je vois rien. Je peux pas faire grand-chose. Ils sont dans le jus. Embarque dans l'auto, prends les petits chemins de campagne, arrive au verger. Je me mets là, je regarde, ça l'ouvre. Je me penche en dessous. La fille, elle avait mis sa sacoche en dessous de la caisse enregistreuse, où il y avait le clavier, et la sacoche touchait la barre, la spacebar, qui était la commande pour ouvrir le tiroir caisse. Donc, chaque fois qu'elle fermait le tiroir réouvrait. Ferme le tiroir réouvre. C'est le genre de choses qu'on peut pas remarquer et voir nécessairement. Tu peux pas voir ça à distance? Il n'y a pas un sensor à sacoche sur les caisses? Mais probablement, avec l'expérience, je l'aurais peut-être vu, mais ça, c'est dans mes premières années aussi. Aïe, aïe. C'est un petit peu différent, mais c'est le genre de choses. Cauchemar, j'ai déjà... Ça t'avait pris combien de temps à arriver là-bas pour le fun? Ah, ben, c'était pas long parce que, ben, tu connais un peu Saint-Eustache, quand tu passes par Frenière, deux montagnes, puis tu passes par des petits chemins, ça va quand même vite, là, quand tu connais le truc pour aller aux pommes, là. Fait que ça avait pas été si long, là, sachant que je partais de la maison puis que j'allais juste à Saint-Joseph-du-Lac, là. Je te dirais peut-être 15-20 minutes pour me rendre, là. Puis le parking, ça c'est le fun, t'arrives en auto lettré, tu te mets ces 4 flashers devant de la porte, ce que personne peut faire dans le temps des pommes, là. Fait que c'est pas vraiment un problème de temps, c'est plus le bug en tant que tel là, qui est un peu ridicule. Puis t'allais dire au niveau anecdote cauchemar. Ben écoute, une fois j'ai mis à jour mon serveur Exchange local, puis la mise à jour elle a tout cassé. Puis là, un serveur courriel, tu veux pas nécessairement ramener les backups immédiatement. Fait que là, tu travailles là-dessus, tu essaies de régler. Là, tu appelles Microsoft, tu passes des heures. Mon record, je pense, c'est pratiquement une vingtaine d'heures au téléphone avec Microsoft. Là. Tu vois les chiffres passer. Là, fait que là, tu parles à un Américain, après ça, tu parles à un Hindou, après ça, tu passes au deuxième, au troisième, puis là, tu parles avec eux. Et tu vois tous les accents passer, puis là, tu vois qu'au bout de la ligne, il n'y a rien à faire, que même eux disent, ben, ramène ton backup, on va te rembourser le 600-700$ que ça coûte pour faire un appel d'urgence chez Microsoft. Puis ramène ton backup, on peut pas t'aider plus que ça, tu sais.
Fait que ça, c'est le genre d'affaire qui est stressant. Puis surtout, les courriels, je te dirais, c'est une des choses les plus importantes, peut-être, avant même les machines. Je veux dire, aujourd'hui, en entreprise, pas de courriel, t'as pas de facturation, t'as pas d'argent qui rentre, t'as pas de communication avec les clients. Puis plus le temps passe, moins que la rétention de courriel est là aussi. Fait qu'à un moment donné, les courriels commencent à tomber. Fait que les clients reçoivent comme quoi que les courriels se sont pas rendus. Puis là, ça commence à être problématique. Là. Fait que je te dirais, les plus horreurs pour moi, je trouve, c'est les problèmes de serveurs de courriel, je te dirais, avant beaucoup de choses. Puis les serveurs Exchange local, c'est peut-être le système le plus touché chez Microsoft, si on veut. Ça prend pas grand-chose pour pas que ça fonctionne. OK. Puis à régler, des fois, tu peux tourner autour du problème 20 000 fois avant de mettre le doigt dessus, puis tu vas dire c'était bien nono, tu sais. Ah, c'est ce fameux genre de problème-là qui... C'est ça. Puis il faut que ton environnement serveur soit tout en santé aussi. Si moindrement il y a de quoi qui est pas en santé, tes courriels, c'est la première affaire qui va tomber. C'est les affaires les plus sensibles, je te dirais, dans les serveurs chez Microsoft. Là. Mais ça peut-tu arriver, justement, puis c'est une question de Commando Patate à poser, si ça t'était déjà arrivé d'avoir pas réussi à régler un problème, si oui, tu fais quoi dans ce cas-là? Mais moi, je dirais jusqu'à, justement, il arrive quelque chose, puis finalement, c'est comme l'équivalent d'une perte totale, là, genre, tu peux pas, il y a rien à faire, faut que tu rebuild, puis tu vas perdre tu pourras pas récupérer des données, ou, tu sais, que ce soit avec les courriels, justement, parce que t'es comme, bon, ben, regarde, là, on pourra pas les avoir, les courriels, ils sont pas rentrés, puis... Il y a les cryptos aussi, tu sais, les cryptos, tu sais, quand tu te fais crypter ransomware par une compagnie, puis tu as un message de communiquer avec eux, puis ils te chargent 3-4 bitcoins pour te ramener sur la planète. Puis là, tu fais, bon, je vais regarder mes backups. Puis là, tu arrives dans tes backups, puis ils ont même crypté tes backups parce que les backups t'es probablement pas montés correct ou de la mauvaise façon ou le client voulait pas nécessairement. Ça aussi, ça arrive, le client voulait pas payer pour avoir un bon système de backup. Ça, on le voit quand même souvent. Fait que là, t'arrives au bout de la ligne que c'est plate, mais t'as comme pas le choix de payer la rançon. Ce qu'on veut faire le moins possible dans le cas d'un crypto, mais des fois, t'as pas le choix. Puis ça, c'est vraiment malheureux pour vrai. Là. Fait que ça arrive que t'as pas le choix de payer. Ça arrive. Puis en plus, qu'est-ce qui est plate avec ça, c'est quand tu payes une rançon, c'est que t'as la clé pour décrypter tes données, mais ton infrastructure est tellement maganée que t'as tes données, mais tout le reste est quand même à rebâtir si t'as pas des bons backups. Fait que je te donne un exemple, t'as 6-7 serveurs EDTS, tout ça. Ben, tu prends tes données, t'es décryptes, t'es mets de côté, t'effaces tout, puis tu recommences. Ça ressemble souvent à ça. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense, ça? Surtout depuis la pandémie. Ouais. Puis ça, à la base, je te pose la question de même, c'est-tu quelque chose qui arrive... Comment tu te ramasses dans une situation comme ça? C'est-tu parce que tu as ouvert quelque chose qu'il fallait pas? C'est... Des ports mal sécurisés, des serveurs ouverts sur le web, des mots de passe, même je te dirais des mots de passe non sécurisés, c'est plus vraiment vrai à cette heure, c'est plus t'as-tu de la double authentification, oui ou non? Parce que même aujourd'hui, tu peux avoir un mot de passe le plus long, ça prend pas grand-chose, ça prend juste une porte d'entrée à quelque part, puis ils rentrent, puis ils défont absolument tout. Là. Eux, leur but, c'est de tout casser les sécurités pour crypter des fichiers. Fait ils font pas ça gentiment, je te dirais. Là. Eux autres, ils s'en foutent un peu du travail que tu fais après. Là. Eux, ils voient juste le signe de dollar au bout de ça. Là. Mais tu sais, comme qu'on dit aux clients, si tu te protèges pas, tu mets pas de la double authentification, tu fais pas des bons backups, tu n'as pas des copies backup cloud, c'est pas quand ça va arriver, ça arrivera jamais, non, c'est dis-toi dans ta tête qu'un jour ça va arriver. Parce que c'est pratiquement un jour, c'est vrai que ça va arriver. Puis quand tu te fais crypter, souvent les compagnies qui se font crypter puis qui payent des rançons puis tout ça, je me souviens plus de la statistique, mais habituellement, je pense que c'est dans les 5 ans, la compagnie ferme ses portes. Carrément. Parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Puis aussi, les cryptos sont super gentils de se réessayer dans l'année d'après. Ça aussi, sont bien forts là-dessus. T'sais, une fois qu'ils t'ont crypté, que tu as payé la rançon, ils vont vérifier si tu as corrigé tes trucs aussi. Là. OK, ils font un petit rappel. Là.
Non, c'est ça. Sont comme, hey, regarde, juste être sûr que t'as compris la première fois, on est gentil de même. Une fois, on est gentil, là. Tu sais, t'as payé une fois, on t'achalera plus. Non, non, ils s'en foutent, là. Ok. Au contraire, ils sont fait que- comme, on t'a pogné une fois, fait qu'il y a des bonnes chances qu'on te pogne une deuxième, puis... C'est ça. Puis, tu sais, comme Servul, il dit, là, la plus grosse faille, c'est 18 pouces devant l'écran. En effet, puis maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'on a des outils. Même nous, à l'interne, on se fait tester. Ils nous envoient des messages par courriel, des fois très subtils, là. Puis, si tu as le malheur de cliquer sur le lien, ben, tu es obligé d'aller faire une formation. Fait que je te donne des exemples, là, c'est de la protection. Tu sais, c'est pas de la protection, mais c'est. Comment je pourrais appeler ça? C'est juste d'éduquer les utilisateurs à faire attention sur ce qu'ils cliquent. Puis c'est ça, tu sais, je vous donne un exemple, j'en ai eu un cette semaine dans ma boîte courriel à moi, c'était voici un sondage sur le retour au travail. C'était signé RH à commercial, la compagnie, avec un lien puis tout ça. Puis c'était vraiment subtil, mais si tu cliques sur le lien, tu t'es fait avoir malheureusement, ben tu vas aller faire. C'est pas une grosse formation, c'est 2-3 vidéos en ligne. Mais nous autres, c'est comme un peu notre défi, c'est comme hey, un tel s'est jamais fait avoir, puis là, quand il se fait avoir, on trouve ça drôle. Puis c'est ça. Puis des fois, le client t'appelle puis dit j'ai reçu un drôle de courriel. Tu dis ah oui, ça c'est un courriel, t'as bien fait de nous soulever le point, mais nous autres, on sait très bien que c'est un test qui part de notre part. Là. Ben, Colin, oui, ben, nous autres, je sais que aussi au travail que je suis en ce moment, on reçoit souvent des courriels, des tests de phishing, justement, là, que il essaie de. Puis moi, à date, je me suis pas fait avoir. Nous autres, c'est rendu qu'on trouve des affaires dans les courriels, dans les. Je veux pas donner de trucs, mais dans les en-têtes qui se répètent, puis qu'on est capable de faire des règles. Fait que quand le courriel rentre, ça va dans un dossier qui s'appelle le nom du logiciel en cause, là, qui fait ces tests-là. Là. Moi, entre autres, je l'ai appelé le nom du logiciel, puis j'ai fait espace Amard, fait que j'ai un dossier de main, puis ça tombe direct dedans. Fait, parce que des fois, c'est tellement subtil pour vrai, puis souvent, il rentre dans ta boîte, puis tu es en train de faire quelque chose d'autre en même temps, puis là, tu lis de travers, cross-site, tu cliques, puis pour vrai, c'est ça la vraie vie, là. C'est ça qui arrive. Le monde ne veut pas cliquer des fois, là. C'est juste qu'ils font quelque chose à côté, ils lisent de travers, puis ils pensent que c'est legit, ils cliquent, puis là, ils tombent sur une page. Souvent, la page, des fois, à l'instant qu'il y a un agent ou quelque chose, ou des fois, carrément, elle te demande hey, ton mot de passe est expiré, cliquez ici pour faire pour le changer. Puis c'est pas tout le monde qui ont la mentalité de c'est un attrape non plus. T'sais, on le voit à la télé. Combien il y a une madame qui passe à TVA parce qu'elle a envoyé 150 000 à quelqu'un. Mais non, c'est sûr. Mais c'est ça. La technique de phishing, elle fonctionne pas pour rien. C'est parce que, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a cette éducation-là où, je fais juste comparer le gap, mettons, entre ma mère, ma soeur, même ma soeur, je veux dire, elle a comme 4 ans de plus que moi, mais juste zéro tech. T'sais, on est dans deux mondes complètement différents, puis ça serait son genre là, de pouvoir se faire pogner quelque chose de vraiment un peu bien fait. Puis même, comme tu dis, même moi, je pourrais me faire pogner un moment donné. Tu vas vite, t'es perdu, t'es dans l'une, tu fais quelque chose, deux choses en même temps. C'est sûr, il y a personne. C'est pas un défi, ok? Je suis certain que vous pourriez me pogner, mais on testera pas. J'ai été très longtemps à me vanter que je me faisais pas pogner, puis une fois j'ai reçu un courriel, un vendredi 3h55, dans 5 minutes je m'en allais en vacances, puis j'ai cliqué sur le satané lien parce que j'ai lu cross-site. Moi, ça m'est arrivé, puis tu sais, ça part très mal des vacances, on est vraiment pas content quand ça arrive, puis on est... Puis pour vrai, on le sait, là. Tu cliques sur le lien, puis là, tu sais qu'il aurait pas dû, t'aurais pas dû, mais il est trop tard. Ils le savent déjà, tu vas être pogné à faire une formation. Puis c'est ça, tu sais, on est loin de... Tu sais, on remonte là 15 ans, tu sais, quand on était adolescent, tu sais, souvent, on mangeait, on avait quelque chose de même parce qu'on allait downloader nos trucs illégaux sur des Kazaa, des mules de ce monde. Puis là, ça bloquait avec une page, ça disait, tu sais, rentrez votre numéro de carte de crédit, on faisait contrôle à le delete, puis on supprimait la task. Maintenant, ils sont rendus plus poussés que ça, là. À cette heure... ils vont jusqu'à voir où sont tes backups. Puis si tes backups sont sur le même réseau, ben ils s'en vont crypter tes backups. Ils vont même jusqu'à... Nous autres, on a vu des suppressions de réplication. Fait que tu as un serveur de réplication en cas d'urgence. Là, tu fais comme, ben c'est cool, on va partir ça. Tu t'en vas là, il n'y a plus de serveur. Parce qu'ils se sont rendus, puis ils ont tout mis à terre. Fait que des fois, t'as pas le choix. Puis ça, je te dirais, c'est les pires horreurs. Là. Les cryptos, là, c'est vraiment... c'est la pire chose. Puis il y a beaucoup d'argent qui est mis par les compagnies là-dessus parce qu'à cette heure, ben,
t'as la double sécurité, il faut que tu mettes des outils pour se vérifier par des KPMG de ce monde pour valider si t'es bulletproof. Eux autres, leur rôle, là, c'est de t'hacker. Eux, ils sont payés pour trouver les failles de sécurité puis de te sortir un rapport pour que tu couvres. Les tests des utilisateurs, etc. Les assurances aussi. Maintenant, une compagnie qui n'a pas d'assurance contre les ransomware, s'il y a des entrepreneurs ici qui n'ont pas ça, dépêchez-vous demain à appeler votre compagnie puis de prendre l'option, s'il vous plaît, parce que ça aussi, là, quand t'es pas récupérable, faut que tu ramènes d'un crypto, c'est le fun quand c'est pas toi qui sors ça de ta poche. Là. Ouais, bon point. Bon point. Je sais pas, mais ceux qui écoutent là, qui ont une entreprise ou qui vont écouter la rediffusion sur Spotify, Amazon Music en audio, effectivement, que c'est un bon point, ça. Écoute, je vois avec une autre question, justement, de DJ LSD qui demandait. Là, moi, je te pose la question, mais je sais pas ce que je te dis. T'es-tu plus à l'aise avec des problèmes de database ou avec les problèmes de config RAID? On a tous nos forces, mais on a aussi de quoi qu'on aime moins. C'est quoi ton talon d'Achille? Ben oui, en effet, on a toutes nos forces. C'est comme moi je disais tantôt, tout ce qui est suite Office 365, tout ce qui est serveur, terminal serveur, AD, puis tout ça, c'est un petit peu mes forces. SQL, je me débrouille. Loin, je peux pas me dire que, tu sais, SQL, c'est une autre. C'est un peu comme la réseautique, là. T'as des personnes spécialisées en DBSQL, là. Ça, c'est leur métier. Puis on est loin de là. Fait que ça, c'est pas ma force non plus. Fait que non, SQL puis RAID, si tu me laisses le choix entre les deux, m'en prendre le RAID, s'il te plaît. OK, parfait. Puis sinon, ben, je vais y aller avec son autre question tout de suite à DJ qui demandait, tu préfères-tu Debian, Windows Server, Fedora ou Red Hat? Moi, parle-moi pas de Linux. Okay. Je suis un petit peu vendu Microsoft. T'es vendu, ok. Ben, pas vendu, mais j'ai pas la chance de travailler beaucoup dans ce qui est Linux dans mon day-to-day. Donc, quand tu joues pas avec quelque chose, mais t'avances pas. Ouais. Fait que je suis vraiment en retard dans la technologie. Fait que je suis beaucoup plus Microsoft. C'est un petit peu la même chose. C'est dépanner un Mac. Je vais y aller de base, mais en profondeur, je vais prendre un spécialiste dans mon équipe qui est meilleur que moi pour m'aider là-dedans. Moi, je suis plus PC, Windows, puis tout ça, là, que du Linux et du Mac. Puis on a une question aussi de Marc 5 qui demandait est-ce que les services de stockage en ligne comme Azure ou AWS ont des protections contre les ransomware? En fait, c'est comme n'importe quel autre service. Même si tu as tes serveurs dans un espace de stockage web comme un Amazon ou un Microsoft, tu te dois quand même de mettre un routeur virtuel. Tu te dois quand même de payer un service pour avoir un backup de ta machine. Il n'y a rien de gratuit et d'inné dans la vie. Là. Fait que c'est sûr et certain que tu as besoin d'avoir des backups. Si tu es prêt avec eux, ben ils ont un service pour ça. T'as besoin d'avoir un routeur, t'as besoin d'activer ton VPN. C'est pas parce que t'es dans un environnement cloud que si t'ouvres le port d'accès à distance, là, le fameux 3389 pour ceux qui se connaissent en informatique, c'est pas parce que t'es dans le cloud que t'es plus protégé qu'ailleurs. Là. OK. Fait que même si t'es dans le cloud, ils peuvent quand même venir. Absolument. Tu sais, il y a des fonctions, tu sais, je te cache pas, mettons, dans un système comme OneDrive ou SharePoint. Ce que tu appelles de l'historique. Fait que tu es quand même capable de ramener tout ton SharePoint à une date précise, mais Microsoft le garantisse pas. Ils appellent pas ça un backup. C'est un feature, si tu veux. Fait que si ça fonctionne pas, ils garantissent pas non plus. Fait qu'il faut tailler quand même un service de backup à l'arrière. OK. Ah, ben c'est super intéressant. Écoute, à moins, je vous laisse peut-être 30 secondes si vous aviez une autre question spécifique. Ça fait le tour des questions. Ouais. J'ai vu Jay là, qui voulait savoir c'est quoi un failover, parce que d'après moi, c'est une personne en Europe, là, puis c'est peut-être pas un terme qu'il utilise. Un failover, c'est en français, j'ai de la misère à trouver le terme, mais c'est un site de relève, si tu veux. Ouais. Ça se peut-tu Lord qui a dit copie hors site? C'est ça? Ben, une copie hors site, c'est pas vraiment un failover. T'sais, un failover, c'est plus. Ça casse, c'est un moyen de repartir ça, mais d'ailleurs, c'est pas une copie. Là. T'as quelque chose de prêt
à repartir en direct. Là. Fait que c'est vraiment un plan B de relève. Un plan de relève, merci Servul, exactement. Un plan de relève. Fait que t'as vraiment des serveurs de relève prêts à prendre la charge si jamais il arrive quelque chose. Avec probablement une perte, ça dépend de la compagnie, une perte de, mettons, 6 à 12 heures. Mais des fois, on aime mieux perdre 6 à 12 heures que des années de travail. Là. OK. Bon, ben parfait. Écoute, ceci a été répondu. Ben, écoute, Sébastien, moi, encore une fois, je te dis un gros merci d'avoir participé au podcast. J'invite les gens à venir te donner un petit follow sur ta chaîne Twitch en même temps. On en profite. Vous êtes une couple de bouquets, on s'en mentira pas. Les premiers épisodes, j'ai beaucoup de personnes qui streament aussi. Mais j'invite les gens à donner un petit follow. Puis en même temps, j'imagine que s'ils ont des petites questions, ben tu pourras leur répondre aussi là, de ton côté. Puis moi, je te dis un énorme merci d'avoir participé à ce 3e épisode de Parler au métier. Ça a été fort intéressant, comme d'habitude. Puis t'as donné beaucoup de réponses, en tout cas, à toutes les questions que j'avais. Je sens qu'on aurait pu partir sur une autre heure et demie là, d'anecdotes puis de questions, mais il faut que j'essaie de garder ça contrôlé un peu. Fait qu'écoute, je te dis un gros merci encore une fois d'avoir participé. Ben, ça fait plaisir, puis merci à tout le monde aussi dans le chat là, d'avoir participé. Là. Vraiment. Vous êtes super cool, pour vrai, à chaque fois que je regarde Mordred sur ses podcasts, tout le monde participe, puis pour vrai, vous êtes un chat de feu. Là. C'est vraiment cool. Ouais, un gros merci. Ben écoute, saute à mon numéro. Alors, je suis pas le gars, il vire mangement. Enfin, je suis pas supposé en plus être de même pendant mon podcast. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. Bye. Bye bye.